Donc, la dernière fois, nous sommes en 1890 et vous êtes un groupe d'anciens camarades de classe du King's College à Londres. Groupe dont vous connaissez depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et dans ce groupe, qui regroupe, c'est normal pour un groupe, Lady Charlotte, le colonel Walter Talbot et Matt Foster, le détective Matt Foster, il y a aussi Harold Forby, alias Howie Forby. Et vous savez que cet homme, qui est maintenant un homme de plus d'une trentaine d'années, est sujet de temps en temps à des crises de fièvre passagères, mais relativement fortes. Et il vous avait été appelé par son épouse, Gertrude Forby, alias Gertrude Forby Medler, puisque c'est son nom de jeune fille. Medler, c'est comme ça que vous l'avez connue il y a plus d'une dizaine d'années. Et elle vous a appelé puisque son mari, Harry, vous a appelé à l'aide. À la fois parce qu'il se sent pas bien, mais aussi pour quelque chose, et certainement pour vous aider à trouver le trésor de la famille. Chose qu'il vous a expliqué quand vous l'avez vu. Vous avez pris le train de Londres pour rejoindre la petite gare de Granton Bridge, qui dessert la maison de Forby, le manoir des Forby. Vous êtes arrivé cette journée-là et vous avez pris le thé. Après vous êtes installé dans vos chambres avec la maisonnée. Donc dans la maisonnée, il y a qui? Il y a Howie Forby, qui est cet homme que vous connaissez, blond, le visage actuellement très marqué par la maladie. Il se déplace avec 2 cannes, présentement. Et donc il est très malade. Il a une forte fièvre et du mal à s'alimenter. Il y a Gertrude Forby, sa femme. Une femme attirante, les cheveux blonds, la peau blanche, les yeux très bleus, assez triste. De manière habituelle, elle est humble, assez effacée. Et dans la maisonnée, il y a aussi John Medler, qui est le beau-frère de Harry, alias le frère de Gertrude Forby. Et donc il possède les mêmes cheveux blonds, les mêmes yeux bleus que sa sœur. C'est un grand et bel homme, plutôt bien charpenté, séduisant, fort. C'est un militaire, un officier de cavalerie, qui ne porte pour l'instant pas son uniforme, puisqu'il est, comment ça s'appelle, démobilisé. Démobilisé, c'est ça pour l'instant. Il y a bien entendu une autre personne que vous n'avez toujours pas vue, malgré le fait que ça fait presque une journée que vous êtes là. C'est George Forby, qui est l'enfant, qui a une 8aine d'années, hein, de la maison, et qui est pour l'instant calfeutré. Voilà, c'est calfeutré dans sa chambre, car il serait malade. Il est malade. Une fièvre. Et vous avez d'autres personnes, les domestiques. Nous avons Robert et Betty Bates. Alors, ça c'est Gertrude. Vous voyez, hein, normalement, j'espère. Gertrude qui arrive. Ouais. Nous avons Harold, dit Harry, qui est lui aussi présent. Nous avons John Medler, qui est donc le demi-frère de Harry, frère de Gertrude. Nous avons les Bates, donc Robert Bates, vous vous rappelez, il avait l'air très sympathique, le majordome. Et nous avons sa femme, Betty Bates. Hop. Betty Bates. Et donc ça c'est les deux plus anciens. Et on t'a adjoint, Lady Charlotte, car après tout, tu le mérites. On t'a adjoint une jeune femme du nom de Connie, qui fait partie de la maisonnée, qui est très jeune. Hein. Vous étiez tombé d'accord sur un 16-17 ans.
a tout cassé. Et j'étais assez d'accord sur... Enfin, elle s'est pas présentée, mais 16-17 ans. Vous aviez donc rencontré à votre arrivée et pendant le thé cette maisonnée. Bon, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une certaine tension. Il y a deux choses dont vous vous êtes rendu compte. Harry est très malade, ça c'est clair. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour le savoir. Et il y a une tension entre lui, de fait peut-être de sa maladie, et ses parents, donc Gertrude et John. Il y a aussi, il vous a tout de suite expliqué il était à la recherche du trésor de la famille. Ce trésor, a priori, est dans la maison. Et il le recherche. Pourquoi? Parce que les finances de la maisonnée sont au plus bas. Et il a besoin de se refaire. Et il y a une deuxième chose, c'est que depuis quelques jours, il y a une créature, une bête, quelque chose qui rôde autour de la maison et qui a peur énormément Harry. Et d'ailleurs, quand je sais plus si c'était Gertrude ou John, enfin un des deux, c'est John qui a dû en parler peut-être, il a fait allusion à cette espèce de créature, ce fantôme peut-être. Ce fantôme, et Harry a fait une crise, et il a dû être évacué dans sa chambre, tellement il était mal. Vous avez inspecté, alors vous avez fait le tour du propriétaire. Donc la maison, c'est une très très belle demeure. Je vais vous la remettre. Hop, Formby House. Derrière tous les pop-up qui ont apparu de personnages. C'est une belle demeure anglaise, hein, traditionnelle. Et autour, il y a un petit lac plutôt qui est fait pour la beauté du lieu, certainement pas pour autre chose. Une roseraie magnifique et tout un tas de statues. Et vous savez pourquoi il y a tout un tas de statues? C'est que le grand-père le grand-père qui s'appelait Nicholas Formby, le grand-père d'Harold Formby, était un sculpteur. Et c'est lui qui a sculpté toutes ces statues de bronze qui représentent... alors il y avait... faut que je retrouve ce que j'avais dit, mais des Aphrodites, des Vénus, des hydres à plusieurs têtes, des Apollons, des Icars, enfin voilà, des représentations du mythe gréco-romain. Et de l'autre côté de la maison, il y a la partie plutôt utilitaire. Et dans cette partie utilitaire, vous avez rencontré un homme qui s'appelle Fred, alias le Fred, et qui possède deux énormes chiens. Ah, je vous les avais pas montré les chiens, mais voilà, parce que j'ai même des images des chiens. Ça... C'est surtout celui-là que vous allez aimer. Ouais, j'ai une curiosité. On dit sculpteur pour du bronze? Parce que ils utilisent des moules. Donc oui, bah, on va l'appeler comme ça, pour un mouleur de sculpture. Ouais, je sais pas, c'est ouais, je pense. Non, je pense. J'utiliserai sculpteur, moi. Mais je peux me tromper. C'est pas une remise en question, c'est vraiment une interrogation que j'ai eue quand tu disais sculpteur. Moi, je me suis posé la même question quand j'ai dit sculpteur. Je me suis dit, en fait, il fait des moules. Mais je pense qu'il faut qu'il moule effectivement, et le moule doit être sculpté. Ouais, le moule doit être sculpté, ouais, donc on peut... J'imagine. C'est valable. On va le valider. Et donc vous avez rencontré aussi la journée Peter et Mike, c'est les deux chiens. Et Fred qui a été un peu gêné de vous parler. Il y avait le colonel, il y avait toi Walter et vous Lady Charlotte, mais il était assez gêné de vous parler, et certainement du fait du statut que vous avez. Vous avez aussi passé un certain temps dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque qui est à l'étage, une bibliothèque de famille, où vous avez vu les trois zones de la bibliothèque. La zone de l'époque de Nicholas Formby, donc 1785-1852, et la zone d'Alistair Formby, donc le père d'Harold, et puis la dernière zone d'Harold Formby qui est
qui est plus moderne, bien entendu, des ouvrages bien plus modernes. Et vous aviez trouvé des in-folios de l'époque de Nicolas Forby, mais vous n'avez pas encore eu le temps de les lire. Vous aviez trouvé aussi sur le portrait, vous aviez trouvé, à force de fouiller, une phrase gravée qui dit exactement cela. Un chien de fer aux yeux de feu lance des étincelles dans le bosquet d'Apollon. Et c'est pour ça que vous étiez même pendant la soirée allé examiner la statue d'Apollon, sans rien trouver de particulier, à part que la statue semblait pointer légèrement du doigt. Si, une pièce, il me semble. Le salon où se trouve le portrait. Voilà. Et vous étiez allé vous coucher sur cette entrefaite après un repas un peu morose, hein, on peut le dire. Qu'est-ce que... Et la nuit est tombée, et quelques heures après, alors que vous étiez endormi, vous avez entendu un cri. Un cri provenant de la chambre. Oui, ça, on avait accouru, je me rappelle. Vous aviez accouru plus ou moins vite les uns les autres pour arriver... Accouru pour certains, pas moi. Hein. Voilà. Pour ça dépendait de la vitesse de course de chacun. L'important, c'est d'arriver. Toujours. Rien ne sert de courir. Et vous étiez arrivé dans la chambre de Harold Forby, pour le voir en pleine panique, en train d'être réconforté par sa femme Gertrude. Et il criait quelque chose parce que un des volets de la fenêtre était entrouverte. Il avait lui-même ouvert la fenêtre. Et c'est à ce moment-là que, je crois, si je ne me trompe pas, Matt Foster, le détective, a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a vu dans des buissons un peu plus loin, mais très légèrement, hein, parce qu'il y a très peu de lumière, la lune est quasiment morte, c'est-à-dire elle a peu de lumière, une créature, hein, une grande créature qui, alors, humanoïde, à ce que tu peux voir, parce que tu n'as pas fait non plus une énorme réussite. Voilà, ça y est, ça négoce. Ouais, une étoile, une réussite normale. Et recouverte de... on dirait que c'est presque une créature d'herbe. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, d'herbe. Une créature d'herbe et de mousse. terre. De mousse, peut-être aussi de mousse, oui. On a retrouvé la créature des marais, les amis. Qui disparaît dans les buissons, et nous en étions exactement là. J'ai pu crier arrêtez-vous au nom de Scotland Yard. Ah oui, je me rappelle. Oui. Qu'on appelle un galet à la mer. De Scotland Yard, tu cries arrêtez-vous, c'est ça? Ouais. Tu peux me faire un test, bien entendu, parce que après tout, peut-être qu'il va... Qui va s'arrêter. Qui va s'arrêter. Mais bien sûr. Ça serait de l'intimidation. Oh, ouais. Ouais, c'est ce qui est, tu dis genre très intimidant. Ouais. Ou persuasion. Enfin, dans tous les cas. N'hésite pas à le mettre en aveugle, hein. D'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, je vais parce que j'avoue, un jet pareil, vaut mieux pas le voir. C'est évident. J'ai dit que j'étais très intimidant. Et en fait, cette créature part vivement, quasiment en courant, et disparaît dans les buissons vers l'ouest, vers les collines en fait. Tu penses que non, c'est pas directement vers le mausolée, mais à peu près dans cette direction. Parce que c'est le seul point de repère que tu as en haut de la colline, mais ça n'a pas l'air d'être exactement vers là. Que faites-vous donc les autres? Il y a Harry en train de... Est-ce qu'on a tous vu la créature? Parce que moi j'étais à l'entrebâilleur de la porte. Pour l'instant il n'y a que Matt Foster qui l'a vu et il vient de crier arrêtez-vous. Parce qu'on vient d'arrêter. Arrêtez-vous. Moi je tiens l'embrasure de la porte au cas où ça s'écroule, parce que on est dans un endroit qui a l'air bien tenu. Donc ok, ça marche. Donc vous pouvez considérer, effectivement, vous savez qu'il y a quelque chose quand même de bizarre. Ou quelqu'un qui devrait s'arrêter mais qui s'arrête pas, à l'évidence.
Donc, faisons-le dans l'ordre. Matt, tu viens de crier. Walter, que souhaites-tu faire? Eh bien, très cher Matt, à qui envoyez-vous à l'extérieur, un homme déguisé en arbuste. Charlotte, qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu entends ça? Alors moi, j'étais à genoux, en fait, pour réconforter Harry à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et du coup, je relève ma tête en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que moi, j'ai un cinglé qui s'est habillé en arbre. Mais que se passe-t-il? Désolé. Un cinglé qui s'est habillé en arbre. Et au moment où tu réfléchis à ça, Matt, fais-moi un test de santé mentale. Ouais. Parce que tu dis que c'est pas... J'avais le doigt déjà dessus. Santé mentale parce que c'est un arbre qui est déguisé en humain en fait. Non, quand même pas. et t'enlever ça en SM. Tu te dis que c'est pas possible. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Ok. Et d'ailleurs, ça te fait avoir un frisson. Vous voyez, hein, tous les deux, Lady Charlotte et Walter, vous voyez qu'il devient blanc, Matt un instant. Il s'appuie sur le rebord de la fenêtre. Et puis il fait chaud. Hein. Rappelez-vous, il fait chaud. Il y a une grosse sueur qui descend le long de sa tempe, alors qu'il est encore en pyjama. Oui, parce que vous êtes en pyjama. Hein. Ouais. Ouais, le petit pyjama à carreaux de l'époque. Ouais. Extrêmement saillant. Pour vous donner toute l'ampleur de la terreur de cette scène. Dites-moi si vous voulez faire quelque chose en particulier. Bah, du coup, je dis pas, effectivement, un homme déguisé Je dis... Mais qu'est-ce que c'était que cette chose? Écoutez, très cher Matt, je pense qu'il serait bien de ne pas favoriser les hallucinations de notre très cher hôte. Je me reprends un petit peu et je réalise qu'il a raison. Je fais oui. Nous allons suivre la trace de cet individu demain matin, je pense. Là, dans l'obscurité, il sera compliqué de suivre des traces. Voilà, ne vous inquiétez pas, très cher Harry, nous avons parfaitement en main la situation. Harry, vous le voyez, il tremble. Gertrude l'a remis dans son lit et puis est en train de lui donner de Lady. Ouais, des gouttes, oui, avec Lady Charlotte si tu veux aider. Et elle lui donne des gouttes. D'ailleurs, si Lady, tu regardes la bouteille, c'est une espèce de laudanum, c'est un calmant, assez fort, tu connais. Et tu penses que ça peut-être le calmer. Je ne sais pas, on verra. Il y a quand même les Bates qui arrivent. Eux, ils étaient en bas, hein, donc ils mettent un peu plus de temps pour arriver. Ils sont habillés plus ou moins. Ils ont quand même mis leur veste. Ils sont habillés plus ou moins. Ouais, tu vois, parce qu'ils ont entendu leur maître quand même. Ça fait vraiment un bruit hein, dans la maison. En chemise de nuit, quoi. Ouais, c'est ça, mais il a mis quand même sa veste, Bates, une espèce de veste. Et à un moment donné, vous êtes surpris, tous les trois, vous sentez quelque chose. Vous sentez quelque chose et vous tournez vers l'encadrement de la porte. Et à l'encadrement de la porte, devant vous, et moi, normalement. Il y a toi, mais alors un peu derrière toi. Il y a un petit être qui est là. Un petit être oui. Ah, un enfant. Un enfant. La porte de sa chambre qui est un peu plus loin est ouverte. Alors petit être, je lui tire dessus. Non, je rigole. C'est comment ça? Un petit être d'une huitaine Je lui passe un tout de condeuse à gazon. Ses parents, ils ont l'air d'avoir des problèmes de verdure. Et lui aussi en pyjama.
il semble pâle aussi, très très pâle. Et il regarde la scène avec un regard pas effrayé, pas plus que ça. Interrogatif. Un peu interrogatif, il regarde sa mère Gertrude qui lui dit rentre dans ta chambre Georges, y a rien. Et puis vous voyez Betty Bates qui le prend par la main et qui le ramène dans sa chambre, mais gentiment, hein. Bien sûr. En tout bien, tout honneur. Oui, en tout bien tout honneur, ça c'est sûr, et gentiment, gentiment aussi. Avec bienveillance. Voilà, avec bienveillance. Les coups de fouet, hein, qui étaient monnaie courante à l'époque, seront pour plus tard. D'accord, dommage. Dommage. Parce que dans l'armée, c'est comme ça qu'on les élève. Bah oui, bien sûr. Après tout. Vous savez, mettre au pas est la meilleure des apprentissages. C'est pas faux. Bon, Gertrude va rester, alors, à moins que vous pouvez rester, hein, bien sûr. Hein, mais les bases redescendent. Connie, elle est pas venue, non. Bon, après tout, elle a le droit de dormir du sommeil du juste. Et Gertrude, une fois que... vous me dites, hein, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez... Ça se voit que c'est une ado, quoi. Fouiller ou pas. Et puis à un moment donné, arrive à se rendormir, tranquillement. Ça va être un peu long, surtout vu le nombre de gouttes qu'elle a donné. Charlotte, tu penses que normalement il aurait dû dormir un peu plus vite que ça quand même. Mais il est très agité. Et d'ailleurs, on a enlevé les draps et la couverture parce qu'il fait très très chaud. Et Gertrude repart dans sa chambre. Vous pouvez, si vous êtes encore là, vous pouvez voir qu'au moment où elle retourne dans sa chambre, Walter, elle te regarde, elle a un léger sourire chagriné. Sourire chagriné, hein, c'est ce que j'ai dit. Je précise. On a compris. Voilà. Il est important de préciser. Parce que le sourire aurait pu laisser croire beaucoup de choses. Et puis elle non, ferme il n'est pas charmeur, je referme pas la porte derrière nous. Non. Et donc en fait elle passe par une porte qui genre c'est bon, j'ai compris, je vais dormir aux écuries, je le ferai pas quoi. Ça, une porte mitoyenne, hein, les chambres sont des portes mitoyennes, c'est pas dans le couloir, elle repasse pas dans le couloir. Et elle laisse la porte ouverte entre les chambres de Harry et la sienne. Voilà. Vous êtes encore dans la chambre d'Harry, il commence à dormir plus paisiblement. Votre présence peut-être le rassure, même s'il est inconscient. J'inspecte la fenêtre avant de partir. Tu inspectes la fenêtre. C'est une fenêtre classique. Tu cherches quoi sur la fenêtre? S'il y a des traces sur les rebords, ouais, des traces de pieds. Des traces de pieds ou des trucs. De terre. Alors non, il n'y a pas du tout. Il y a pas du tout de traces. Pas du tout. Des éraflures, des rayures comme ça ou des choses comme ça. Non, aucune trace ni éraflure. Oh, vous êtes au premier étage. Hein. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc en bas il y a le salon, la salle à manger, les cuisines, les parties tout ce qui est serviteur. Et à l'étage, voilà les commodités. Et à l'étage, il y a la bibliothèque, une salle de jeu et 3 chambres d'amis et les 3 chambres des maîtres. Donc la chambre d'Harry, de Gertrude et de George. Rappelle-moi quand il a crié, il a crié. Il a juste bêtement crié ou est-ce qu'il a il a crié assez bêtement, un cri, un hurlement. C'est un hurlement, un hurlement de terreur. Assez bêtement. assez classiquement. Donc non, le rebord de la fenêtre elle ne s'est pas fracturée, hein, c'est pas. Et il y a même un volet, hein. Donc c'est-à-dire que le volet a été entrouvert. Mais du coup, et sinon, il y a des choses qui attesteraient qu'elle était ouverte de l'intérieur ou de l'extérieur?
Elle n'est pas fracturée, donc pour toi, elle a été ouverte de l'intérieur. Hein. Et sinon, au sol, par terre, tout simplement, il n'y a pas de la terre? Non. Aucune trace, ni de terre, ni de boue, ni de feuilles au sol. C'est de plus en plus étrange, Matt. C'est pour ça que tu as encore un petit frisson. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Est-ce raisonnable, tout cela? Est-ce logique? Surtout quand tu marches sur ce vieux parquet et que la maison semble te répondre en grinçant. Ouais. Non, si vous regardez bien, non, on n'a pas fracturé. Donc si on a ouvert la fenêtre, c'est l'intérieur. On a entrouvert le volet de l'intérieur. Le volet était entrouvert, hein, pas ouvert complètement. Pourquoi ouvrir ce volet alors que Sir Harry est tétanisé de l'extérieur? Enfin, par l'extérieur. L'épouse, elle dort, Gertrude? Gertrude est repartie se reposer, oui. Dormir, c'est pas sûr qu'elle dorme, mais qu'elle se repose à côté. Ouais. Mais il est 2h du matin. Hein. Ouais. Lady Charlotte, tu te rends compte que c'est à moitié convenable hein, ce que vous êtes en train de faire. Hein. Ouais. Mais bon, après tout. L'étiquette. Non, la chambre du petit se situe où par rapport Juste à côté, elle est attenante à celle de sa mère, mais il n'y a pas. Et il y aurait potentiellement une fenêtre de la chambre du petit qui donne. Toutes les fenêtres des chambres donnent, les 3 chambres des maîtres donnent sur la même côté. Ok. Les vôtres sur un côté différent. Et celle de la bibliothèque et de celle de jeu sur un autre côté. Et puis, non, je regarde le plan, puis il y a un certain nombre de petites pièces, etc. sur un autre côté. Et la chambre de, comment elle s'appelle, de John Medler, mais John Medler, il est pas venu parce qu'il est à Londres. Excusez-moi, il était reparti à Londres, rappelez-vous. Oui. Je disais, mince. Il y a Connie et John quelque part. Non, je rigole. Je vais sortir personnellement. Tu veux sortir à l'extérieur à cette heure-ci? Sous prétexte d'aller fumer ce qui ressemblerait à du tabac. Ouais, bah du tabac, il y en a bien sûr. Je vais t'accompagner, je vais faire pareil, j'ai besoin de prendre l'air. Charlotte, tu les rejoins? Ouais, moi j'ai assez. En fait, j'ai un double. Enfin, des émotions contradictoires, c'est-à-dire que je suis assez. J'ai assez peur en fait de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. En même temps, je suis super excitée, donc je vais vous accompagner aussi. Vous prenez le temps de vous rhabiller ou vous y allez dans tel que vous êtes là? Moi, je vais au moins mettre un pantalon. D'accord. Ok, vous prenez quelques minutes pour vous rhabiller. Ce qui me paraît, ce qui est logique, hein. Prends mon sabre au cas où. Et tu prends ton sabre de cavalerie au cas où. En termes de, si on veut parler d'équipement, un canne et un pistolet. Voilà. Donc normalement, Lady Charlotte, tu peux avoir ce que tu as dans ta feuille de personnage au niveau du combat. C'est un petit calibre. Une arme de poing. Voilà, un petit calibre parce qu'on vit dans un monde dangereux à Londres. Et puis les autres, vous avez ce que vous avez là. Donc ce qui est logique à l'époque, alors ils se baladaient souvent quand même légèrement armés, légèrement. Et je crois qu'il y a quand même un qui a un fusil, je crois. Ah ouais, j'ai un Enfield. Par voilà. contre, j'ai pas de sabre. Hein. J'ai dit sabre parce qu'il est sur la photo, mais tu me l'as pas mis. Ouais, je vais te mettre un petit sabre. On va considérer que tu l'as. Je te fais ça. Et donc oui, vous pouvez bien entendu avoir cela avec vous. Bien. Vous prenez... Alors qu'est-ce que vous allez prendre pour... vous prenez une lampe à pétrole en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout simplement. Et vous... Ouais. Ok.
C'est bon, ton sabre est là. Merci, vous êtes bien urbain. Je vous en prie. On ne sait jamais, ça peut servir. C'est toujours utile, tout à fait. Voilà. Et vous descendez, vous sortez là, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez sortir quand vous voulez, hein, vous n'êtes pas enfermé là-dedans. Hein. Et vous sortez dans la nuit. Il fait très chaud encore, même s'il est 2 heures du matin. Il fait très nuit et votre lumière illumine. Vous allez par où? Dans la direction où j'ai vu l'homme arbre. Ok, ouais, mausolée, colline, donc vous... Regardez des traces. Je regarde ça, voilà, c'est ça, regardez des traces. Alors, regardez des traces. On penche un peu la lampe à huile et on essaie de trouver des traces. Bien sûr, donc en fait, c'est un test de pistage, pisté, la compétence pisté. Et je vous donne un des bonus, parce que ça dépend, vous allez prendre un peu de temps j'imagine. Oui. Donc je vous donne un des bonus à votre test de compétence en pisté. Alors, on a des grands pisteurs, on a des grands chasseurs. Ça aurait pu un 16 pour 10 quand Ah, même. et vous étiez pas loin, et pourtant, bon, c'est avec un des bonus, tu peux faire bas. Hein. Donc c'est magnifique. Et qui a ton nom. Donc ça marche. Bon, vous trouvez pas particulièrement de pistes. Pas particulièrement, mais du tout. Même si vous cherchez... Pas particulièrement du tout. Voilà, pas particulièrement. Donc mais clairement bon, pas, quoi. Non, pas du tout. Et c'est pas évident, c'est en pleine nuit. Vous cherchez de l'herbe, bon bah vous êtes sur l'herbe. Hein. Des feuilles, il y a des feuilles. Donc c'est pas évident. Vous pouvez monter, comme Lady Charlotte a proposé, vers le mausolée. Et vous commencez à escalader cette colline. Alors quand je dis il fait chaud, hein, il fait moins de 20, il fait quand même moins de 20 degrés. Hein, mais pour vous, anglais, c'est chaud quand même. Et vous arrivez rapidement, il vous faut 10-15 minutes pour arriver au mausolée. Vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà vu même de loin, c'est le mausolée de la famille qui a l'air complètement scellé et qui a l'air bien fermé. Il y a une porte en bois bien fermée. Vous ne trouvez pas de piste particulière. Ouais. Vous êtes en haut de la colline et puis vous voyez à la légère lueur de la lune le manoir en contrebas de la colline. Et puis au nord, qu'est-ce que vous voyez? Il y a d'autres collines et il y a une... ok, c'est là, oui. Il y a une carrière de pierre qui a dû servir en son temps, à la fois pour sculpter mais aussi pour construire le manoir. C'est un peu plus loin, c'est à une bonne vingtaine de minutes. Mais vous pouvez le discerner à la faible pâleur de la lune. Est-ce que c'est possible que ce soit là où il y a eu la peinture qu'on avait vue, qu'on est à même d'hypothiser la peinture qu'on avait vue dans le salon? Il me semblait que c'était à côté d'une carrière, non? Ou je dis une connerie? La peinture du grand-père. Qui tenait la pierre, là. Moi, je pense pas avoir dit carrière, mais si toi tu penses, y a pas de problème. D'accord. Non, il y avait pas de carrière, moi, je pas souvenir. Ok, alors oubliez ce que non, mais je te laisse, hein, parce que comme ça va faire marcher 20 minutes pour aller voir la carrière. Non. Il est assis. Mort. Il est dans un bureau certainement et vous pensez qu'il était plutôt dans la bibliothèque. Avec une chaise roulante à côté, un in-folio ouvert sur un bureau en face de lui. Il tient une pierre verte. C'est peut-être pour ça que tu pensais à la carrière. Qui est taille à peu près d'un œuf. C'est certainement un émeraude. Et puis derrière, vous voyez un homme, visage plat, maussade. Et la peinture, je crois que je vous l'avais dit, c'est Christopher Lehmann qui a signé cette peinture.
Et d'ailleurs, c'est cette peinture qui est à l'origine de la rumeur du trésor familial, puisque la famille pense que, avant de mourir, Nicolas Forby a caché dans la maison la pierre, l'émeraude. Un chien de fer aux yeux de feu lance des étincelles dans le bosquet d'Apollon. C'est ce qui a marqué là. Du tableau. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez, ah bah tiens, c'est le bon moment parce que vous êtes devant le mausolée, vous pensez à plein de choses comme ça où vous pourriez aller. Faites-moi un test d'intelligence, mais la réussite devra être majeure. Donc pour faire un test d'intelligence, il faut aller sur la feuille de personnage et cliquer en haut à droite sur INT. Il fallait pas changer la difficulté à tout hasard? Non, c'est pas grave parce que moi je vois. N'hésitez pas à mettre en jet aveugle Charlotte et Walter, c'est pas grave. Non, mais c'est en aveugle. En aveugle. Eh bien, hasard ou destinée, Matt, alors que tu es en train de regarder ce mausolée, t'es sûr que t'as vu un chien de fer. T'es sûr que dans la journée t'as vu un chien de fer. Ou, tu saurais pas le dire, mais t'en as vu un. Un petit chien de fer. T'es sûr. Une sculpture, une statue, Ça... près de la mausolée? Ouais. Non, pas dans le mausolée, parce que tu fais le tour du mausolée et puis tu repenses à cette énigme, la carrière, la peinture qui était au mur. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais c'est sûr, bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai vu un chien de fer, j'ai vu un chien de fer quelque part. Mais où? Ça, tu ne saurais le dire. Mais tu l'as vu dans la journée. Les autres, bah, vous faites le tour du mausolée, ça vous dit rien de particulier. Que vous voulez-vous faire? Il doit être bien 3h du matin. Hein. Le décor... Dans le décor de la maison, il n'y avait pas des... Comment dire? Des statuettes décoratives de chiens de fer? Non, mais ça dit rien. Tu poses la question aux autres? Ouais, je pose comme ça. On a pensé aux statues, mais ce qui est pas entièrement faux. Mais j'ai l'impression d'avoir vu quand même un chien de fer quelque part durant la journée. Et je me demande si j'en avais pas croisé une dans la maison même, en fait. Non, le chien de fer, très cher, était l'indice donné par le tableau. Oui, je sais bien, mais je pensais au chien de fer. Où est-ce qu'il pourrait y en avoir où est-ce qu'il pourrait y en avoir une statue ou un objet ou peut-être une peinture. Je ne comprends pas votre question. Oui. Je suis désolé. Vous Peut-être cherchez... avec tous les événements qui s'est produit, vous avez cru voir une petite statuette ou autre parce qu'on en a parlé, mais on l'aurait vu également et ça nous ne dit rien. Donc Très bien, non, laissez alors. Je vais continuer à creuser un peu plus avant de revenir à vous avec cette idée. Vous le voyez là sous vos yeux? Non. Non, mais j'ai une impression d'avoir vu quelque part durant la journée un chien de fer. Où exactement, je sais plus, ni quel moment de la journée exactement non plus. J'espère que c'était pas dans la bibliothèque parce qu'on en a regardé des livres.
Est-ce que vous voulez qu'on retrace un peu notre parcours Depuis notre arrivée? Ouais. Donc, ce serait une idée, mais plutôt à faire ça durant la journée, je pense. Dans la journée de demain. Ouais. Ici, avec le mausolée, je sais pas ce qu'on peut encore en tirer plus, mais... Sauf si vous avez des suggestions. Écoutez, si nous ne trouvons trace, je pense qu'il ne sert à rien de s'évertuer à chercher des rêves. Cet homme qui a fui est bigrement doué, je dois dire. Oui. Après, il fait nuit, peut-être que c'était des... C'est ça, des ombres. Des ombres, ouais. Enfin, c'était quand même humanoïde, ce que j'ai vu. Oui, vous savez, le cerveau joue des tours. Surtout en période de stress. Vous pouvez ruminer. Vous redescendez en discutant jusqu'au manoir. Vous commencez à fatiguer un peu. Quoique, Walter, toi t'as l'habitude d'être réveillé en pleine nuit par des attaques ennemies. C'est un peu ça. Je peux leur sonner du clairon, ça va les mettre au pas. Ouais. Quand vous revenez, vous entendez aboyer. Vous arrivez près de la maison. Et effectivement, vous entendez aboyer assez fort. Et dans votre direction, en fait, hein, c'est comme... clairement, les chiens vous ont senti et aboient dans vos directions. Et ils n'ont pas aboyé tout à l'heure. Ah non. Quand vous êtes sorti ou pendant au moment du cri ou pendant que vous êtes sorti, ils n'ont pas du tout aboyé. C'est étrange. Mais là, et puis vous entendez la voix de Fred, le vieux Fred, qui excite ses bêtes comme ça, aussi prêt peut-être à les lâcher. Parce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit hein, vous imaginez qu'il voit juste 3 personnes avec une lanterne. Hein. C'est ce qu'il voit. Ah oui, ça va être l'inquiété. C'est vous qui l'avez vu, hein. Moi je l'ai pas vu Fred aujourd'hui. Hein. Bah du coup je fais un signe. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas là pour mettre plus de grabuge. Nous sommes sortis voir l'intrus, qui n'était a priori pas là. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Nous nous sommes vus, je suis Walter. Nous allons discuter cet après-midi. Walter qui? Oh. Vous savez, Walter Talbot, l'homme bien habillé, propre sur soi de l'armée. Rapprochez-vous un peu ici, que je puisse vous voir. Oh, avec plaisir, attendez, j'arrive. Vous voyez que vous approchez à l'arrière de la maison, là où il y a sa petite demeure. Il a les 2 chiens qui sont accrochés avec des cornes, mais les chiens tirent tellement que il a du mal à les tenir. Et puis il a un vieux fusil, un 2 coups, à la main qu'il a peut-être chargé. Et il est complètement habillé. Hein. Il est prêt certainement à en découdre. Oui, et madame, je suis vraiment désolé. Mike, Peter. Il est calme dans le geste, il les raccroche à l'anneau au mur et les chiens se calment. Je suis désolé, mais il faut pas sortir à cette heure-ci, c'est dangereux. Vous pourriez tomber, vous faire mal, madame. Je suis bien accompagné. Oui, et je suis désolé. Passez, il range son arme, hein, bien entendu, et il rentre dans sa... Oui. Il rentre dans sa petite maison. Il est rentré là du coup? Ouais, il vient de rentrer et puis il ferme la porte. Vous voyez que la lampe à huile qui est à l'intérieur s'éteint.
Les chiens ne bougent pas, même si vous les sentez un peu tendus de votre présence. Ils ne vous connaissent pas assez encore. Ah, c'est lui le Fred que vous avez croisé en journée. Charmant le gars. Oui. Oh, vous savez, quand on passe sa vie dans un chenil, le caractère de chien va avec. Ouais. Vous rentrez dans la demeure? Oui. Ouais. Vous revenez Ouais. tranquillement. Et vous regagnez vos chambres. La maisonnée est calmée. Il y a juste une petite lumière en bas dans le hall qui vous accueille. Et Bates qui est resté là, et quand il vous voit revenir, il ferme la porte derrière vous. Madame, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Eh bien, bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous aussi. À votre service. Le réveil sera à 6h30, bien sûr. De bonne heure et de bonne humeur, comme on dit. Ou l'heure que vous souhaitez, bien sûr, vous êtes invité. Quand le maître et la maîtresse se réveillera. Enfin, surtout la maîtresse. Ça sera fait, monsieur. Au moment de me coucher, je repense un petit peu à cette histoire de chien de fer. Les ou la canne que portait Harry. Oui. Il avait quoi comme pommeau? C'était médical, hein, donc il n'y avait pas de Ah problème. oui, c'était des trucs. Oui, Ouais. c'était des médicales, pardon. Oui, oubliez ce que j'ai dit. Ouais. Mais ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, oui. Oui, c'est juste. Bon, bah, ok, tant pis. Je vais arriver à te faire... Mijoter un peu. Ouais. Ouais. Un peu. J'admire votre persévérance. Il mijote. Vous mijotez le reste de la nuit. Matt, t'as du mal à dormir. Hein. Ça te travaille. Je rêve de chien de fer. Tu rêves de chien de fer, tu rêves de créatures. Qui parce qu'il y a que l'en toi- rêve. Il y a que toi qui l'as vu. Hein. Et vous deux, Charlotte, Walter, vous dormez en vous disant, mais est-ce que Matt a bien vu ce qu'il a vu? Parce que vous avez quand même passé presque 1 heure hein, dans la nature à chercher des traces de choses invisibles. Quoi. Un crapahuté pour rien. Ouais. Et on pourrait même parler de fantômes. Hein. Poursuivre des fantômes. De l'expression, Ouais. peut-être. Ou des chimères, mais enfin bon, je vais dire que c'est des fantômes à l'époque. Oui, j'ai failli utiliser chimère tout à l'heure, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu fort. Pour une personne qui n'était juste pas bien réveillée. Mais je crois qu'à l'époque là, on parle on considérait que les fantômes étaient des choses bien réelles. Il n'y avait pas cette approche il n'y avait pas ce scepticisme qu'on a aujourd'hui, je pense. Je suis pas sûr que unanimement les gens croyaient tous aux fantômes. Bah, disons que la possibilité que ça existe était très optimiste, je crois, à l'époque là. Si je dis pas de bêtises, hein. Bon, ça peux me dépend tromper. encore des classes sociales, voilà. Mais effectivement, la superstition, Ouais, le voilà. fantôme, Mhm. le truc, c'est quelque chose qui était bien répandu. Un peu moins dans les classes sociales les plus élevées qui jouaient plutôt au spiritisme, à ce genre Oui, de c'est choses, ce que j'allais dire. sans vraiment toujours y croire, mais qui était plus un jeu. Ouais. Non, alors voilà, le spiritisme, le surnaturel, la superstition font partie de la vie quotidienne, encore. De notre monde, très cher, Voilà. de notre monde. Un peu comme aujourd'hui, à vrai dire. Je ne ferai aucun commentaire sur les croyances que les gens peuvent encore avoir de nos jours. Ceci dit, vous réveillez au petit matin. On vient vous réveiller assez tard, puisqu'il est 7h30. C'est un scandale. C'est un scandale, parce que c'est l'heure à laquelle Gertrude s'est levée, peut-être. Comme tu as Ah, demandé. ça va alors. Bon, comme prévu.
Et on vous sert un petit déjeuner assez copieux dans la salle à manger, où Gertrude est là. Comme à son Bonjour, habitude. très cher. Ah, Walter, ça me fait bien plaisir. Elle se lève, elle te touche l'épaule un instant, l'avant-bras. Désolé pour cette nuit, encore une fantasmagorie de Harry. Elle se tourne vers toi, Matt. Mais Matt, tu as vraiment vu quelque chose? Oui, j'ai vraiment vu quelque chose, Gertrude. Votre mari n'est pas si fou qu'il en a l'air, mais c'est sûrement un plaisantin qui s'amuse à vous effrayer. Nous sommes à plusieurs lieux du village qui pourraient s'amuser à faire ça. Et Je ne sais pas, avez-vous des ennemis peut-être? C'est ce que j'allais demander, s'il n'y a pas des personnes qui en voudraient, entre guillemets, à votre fortune. Je veux dire, ce trésor dont tout le monde parle, est-ce que ce serait pas ébruité et de fait, du coup, quelqu'un qui rôderait pour ça, en fait? Peut-être ce trésor, mais moi je pense que c'est Harry qui voyait des fantômes. Mais si Walter, vous me confirmez qu'il y avait vraiment quelqu'un, c'était qui? Vous l'avez pu le reconnaître? Voyons, je ne confirme rien du tout, très cher. Ah. Et... Il était tard, les gens étaient excités. Peut-être que ils ont vu des choses involontairement. En tout cas, nous avons fait un petit tour pour rassurer Harry et la maisonnée, et nous n'avons rien trouvé. C'est ce que je peux vous affirmer. Je pense bien. Et Charlotte, sache que nous n'avons pas d'ennemis, en tout cas pas connus, on vit paisiblement. Cette histoire de trésor, tout le monde dans la région est au courant. Mais ce sont que. Mais j'aime beaucoup légendes. la thèse probable d'une ruée vers l'or, entre guillemets. Oui, mais ils ont creusé. Vous avez vu, ils ont creusé à l'extérieur. Ils ont peut-être trouvé sous une statue, sous le lac, etc. On y a pensé. Oui, non, mais ce que j'entends, c'est que, à mon avis, il n'y a rien. Et le problème, c'est que si les gens le croient, ils sont capables de n'importe quoi. Ah, ok. Comme le sous-entendait Lady, c'est-à-dire que peut-être que ce sont des personnes du village, par exemple, proches, qui s'imaginent pouvoir devenir riches, tout comme le souhaite Harry. Ah oui, peut-être. C'est une idée, Walter. Vous êtes... Oh, quelle intelligence. J'esquive sa tête sourire. Vous savez, ce n'est rien. Si, c'est une idée, effectivement. Ça serait des rôdeurs qui viennent voir s'ils peuvent trouver le trésor la nuit. Ça expliquerait beaucoup de choses. Il faut... je veux en parler à Harry. Elle petit déjeune avec vous, puis assez rapidement elle monte, elle retourne à l'étage pour s'occuper de son mari. Et vous entendez au loin, il est comme la veille, très énervé. Et puis à chaque fois qu'elle fait quelque chose, il gronde, il est peu poli avec elle. C'est le moins qu'on puisse dire. Cet homme est décidément une catastrophe. Que voulez-vous faire ce jour? Eh bien, convenance, nous allons attendre de voir. Enfin, moi, je vais attendre de voir ce que fait la maîtresse de maison après s'être occupée de son, comment dire, bourreau. Son époux. C'est un synonyme peut-être, qui sait. Il me semble, oui. Ça va, ouais, elle va s'en occuper toute la matinée, hein, c'est sûr. Bon, eh bien, que voulez-vous faire, Lady? Je proposais que du coup on fasse un peu le tour des endroits où on s'est rendu pour cette histoire de chien de fer. Oui, nous pouvons. Pensons peut-être
par la bibliothèque et revenons par le jardin pour ensuite visiter le château. Enfin, la demeure. Donc, dans la bibliothèque, alors vous aviez déjà passé un peu de temps, hein, et vous aviez classé un peu par période. Donc, si vous cherchez, si vous occupez pas des... Alors, c'est ça la question, est-ce que vous cherchez ce chien de fer dans les livres? Mais alors, il y en a pour des jours, hein. Non. Pas au prime abord, pas en premier lieu, en fait. A priori, c'est visuel, Matt, ce que vous pensez avoir. Donc peut-être plus les couvertures, vite fait. C'est ça, moi je pensais plutôt regarder les alentours de la maison, puis notre arrivée en calèche. De regarder je suis d'accord. On a croisé Bates en premier, que Bates portait peut-être... Je vais proposer juste de le faire à l'envers, histoire de... Commençons par ce que nous avons fini, c'est-à-dire la bibliothèque, et remonter jusqu'à... Oui. Donc vous cherchez... ça va prendre du temps. Ouais, non, mais la bibliothèque, visuellement, je n'entendais pas... vous regardez les couvertures des livres, les peintures, les photos. Vous cherchez longtemps, parce que c'est grand quand même la bibliothèque, il y a quand même beaucoup de livres. Ça fait, vous êtes 3, donc ça va quand même, vous répartissez le travail, vous passez une bonne heure et demie, 2 heures. Vous trouvez aucune représentation d'un chien de fer. Donc nous redescendons. Vous redescendez, vous allez... Alors, en bas, il y a la salle à manger, le corridor, hein, le salon. Le salon où vous avez pris le thé, hein, rappelez-vous, avec... c'est là où il y a le portrait, hein. Et après, il y a la partie des domestiques, mais là, vous y êtes jamais allé. Donc nous sommes là, faisons salon, salle à manger. Donc salon. Donc le salon, c'est l'endroit où il y a la peinture. Ouais. Et vous cherchez. Alors vous commencez, vous cherchez. Tiens, quelqu'un me lance un dé de 100. Pas moi. C'est qui là-bas innocente? Alors il faut faire le minimum, hein, c'est un jet de chance pour le groupe. Vas-y Pascal. Je vais dire que c'est... Ah c'est moi. Ouais. J'allais dire Lady Charlotte, moi. Lady Charlotte, tu peux lancer un dé de 100. Pour l'instant... Non. Alors, vous passez du temps. Vous regardez. Et vous avez bien passé une bonne heure à regarder ça. Et au moment de partir, au moment de quitter, il y a rien dedans. Vous dites quand même ça. Et vous remarquez, mais ça vous a pris beaucoup de temps. Hein. C'est rageant parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous auriez dû le voir dès le début. Vous remarquez que dans la cheminée, il y a ce qu'on appelle un chevalet, je crois. C'est un porte-bûche. Hein. Vous voyez les porte-bûches hein, qui. Il y a un porte-bûche qui est en forme de tête de chien. Et de l'autre côté, il y a l'autre porte-bûche, c'est un dieu grec avec une couronne de laurier dessus. Vous demandez comment vous n'avez pas vu ça immédiatement. Non mais... Parce que c'était évident. Maintenant que vous regardez, mais comment... C'était dans quelle pièce? C'est dans quelle pièce qu'on le trouve? Juste en dessous du portrait. Juste en dessous du portrait. Oh la vache. Mais voilà, vraiment, en fait. Juste en... Et là, c'est là où tu te dis, mais vu le temps que j'ai passé à regarder ce portrait, forcément... Parce que t'avais passé du temps, hein. Forcément, j'ai dû... T'as pas regardé la cheminée. Alors honnêtement, moi je regarde l'enquêteur hein, avec un air un peu circonspect. Ah, mais il me semblait bien l'avoir vu. Moi je le fais d'un air très innocent. Nous ne savions pas laisser une bonne heure dans cette pièce tout seul.
Et donc voilà. Alors j'ai dit un chevalet, non, c'est un chenet. Excusez-moi, dans la cheminée. Je crois que c'est pas un chevalet, c'est un chenet. Le porte-bûche. Et donc il est là juste devant vous avec un chien et la tête du chien semble regarder l'autre partie du chenet. Hein, il nous nargue quoi. Et qui est en fait un dieu grec. Mais alors ils sont abîmés, hein, recouverts de suie noire. Peut-être pour cela que vous les avez pas tout de suite vus. Certainement la raison. Ouais. Ouais. Que faites-vous? Donc, un chien de fer aux yeux de feu lance des étincelles dans le bosquet d'Apollon. On peut l'inspecter Ah bah oui, il est là, tu peux toucher sans problème. En touchant, tu vois, tu touches le chien, c'est ça? Oui. Tu vois qu'il y a un peu de jeu. C'est-à-dire que tu pourrais un peu le faire tourner, mais ça bloque en fait. C'est alors peut-être que c'est pour le dévisser tout simplement, mais non, il y a. C'est tu vois, tu sens que ça pourrait activer quelque chose ou tirer quelque chose, mais c'est bloqué en fait. Un bosquet, qu'est-ce donc un bosquet? Un bosquet est un habillage d'arbres dans la nature. Nous sommes sur une cheminée, c'est un porte-bûche. Tu vois maintenant que le fond de la cheminée, vous savez, c'est bon, à l'époque on mettait quelque chose en métal. Oui, bien sûr. J'ai oublié le nom, mais c'est vraiment au fond. Hein. Et c'est en fonte, c'est pour garder la chaleur. C'est très usé par le temps et le feu, mais c'est un bosquet en fait. Ouais. Voilà qui est intéressant. Regardez un peu le chien en fait. Je le bouge. Je me demande si c'est parce qu'il est vieux et abîmé qu'il bouge comme ça, ou est-ce que vous pensez que ça peut être pas une porte dérobée, mais quelque chose qui permettrait de mettre en route un mécanisme ou... Si nous prenons l'indice de manière stricto sensus, il se pourrait que le chien fait passer de l'électricité à travers Apollon et son jardin, ou directement au jardin. Dans ce cas-là, il faudrait le tourner vers ce bosquet, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mis le jardin. C'est le bosquet d'Apollon, c'est pas le jardin. Ouais, c'est le bosquet. Un jardin d'Apollon, un bosquet. Il y a des arbres. Ah, c'est pas pareil, attention. Ouais, non, il y a des arbres. Bosquet, c'est des arbres. Jardin, c'est un jardin. Ouais, il y a des arbres. Alors, ce que tu considérais comme qui a la forme d'un bosquet, c'est une espèce de plateau qu'on mettait dans la cheminée, c'est ça? Au fond, tu sais, alors... Au fond, à l'arrière. À l'arrière de la cheminée, on mettait en fonte un plateau qui permettait de garder un peu de la chaleur. Je sais plus comment ça s'appelle. Et puis devant, on mettait le porte-bûche, en fait, hein, qui était originellement quelque chose qui était fixe. Hein. C'est pas quelque chose comme aujourd'hui, on balade de partout, là. Qu'on mettait... Et puis c'est des grosses bûches, hein, c'est une grosse cheminée. Alors, je sais pas de quoi tu parles de balader. Moi, j'ai jamais baladé mon porte-bûche. Ouais, mais... si, il y en a qui se baladent dans les cheminées modernes pour nettoyer. Mais maintenant... Mais j'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de cheminée. En fait, je suis né dans une petite maison de campagne, donc on avait une superbe cheminée exactement comme ça, avec porte-bûche en fer, etc. Et notamment la plaque dont tu parles, hein, qui permet en effet de conserver bien plus longtemps la chaleur. Mais donc je vois très bien. Mais tu l'as jamais nettoyé. Voilà. Mais je l'ai jamais... Si, on l'a déjà nettoyé, mais c'est une galère, ce truc-là. Ah ouais, c'est pour ça que... Mais le porte-bûche, tu le mettais pas dans la cheminée, tu prenais simplement la bûche qui était dessus et tu le mettais dedans. Alors ça dépend. Ah oui, alors c'est la version... Ouais, c'est un chenet, donc c'est-à-dire que c'est bien le porte-bûche dans la cheminée qui permet en fait que la bûche ne soit pas au sol au début. Et de pouvoir l'allumer, le feu... En fait, tu mets le feu sous la bûche. Tu parles du de ce qu'aujourd'hui on a des grillages maintenant qu'on met au-dessus où on met la bûche dessus en fait. Et c'est ça que t'appelles le porte-bûche alors en fait. Ouais. Alors à l'intérieur de la cheminée, hein, je parle bien. Alors bah là, mais dedans tu mets la bûche, tu mets le feu dessous en fait, et ça permet que la bûche ne disparaisse pas d'un coup entourée par la flamme. En fait, elle va juste cuire entre guillemets. Oui, j'ai bien compris. Ouais, j'ai trouvé.
Voilà, mais c'est pas très important dans l'histoire. Donc ça veut dire qu'on va pas passer 2 heures dessus, ça marche. Je vous le dis tout de suite, il y aura pas. Je vais vous faire quand même plaisir. Je vais. Mais il t'a dit un chenet. Voilà, regardez, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ok, oui, voilà. Je sais pas si vous voyez. Et donc la plaque en métal au fond, c'est le bosquet. Au niveau des deux, alors là, c'est des espèces de coupes, hein. Mais d'un côté il y a un chien et de l'autre côté il y a Apollon. Voilà. Et donc la bûche, tu la mets derrière, hein, ces trucs-là. Voilà. Mais du coup, vous touchez, hein, parce que Charlotte vous a demandé de toucher. Oui, il y a un petit mécanisme. On touche. Il y a le chien. Le chien. Merci, Lady. Je vous autorise à toucher à mon bosquet. Voilà. À votre bosquet, oula, tout de suite. Et en tournant un peu, oui, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, c'est sûr. Tiens, je vais vous faire rigoler. Vous, en touchant aussi à Apollon, parce qu'à un moment donné, vous allez finir par toucher aussi de l'autre côté, vous voyez que c'est un peu de jeu aussi. Faut le tourner vers le bosquet alors, j'imagine, la tête tu du chien tournes de les fer. deux vers le bosquet. Et Ah oui, ça marche. Tu entends un schlack. Un petit schlack. Juste un petit craquement, comme si quelque chose s'était ouvert quelque part. Et on s'est orienté par rapport au son où ça s'est passé. Ouais, juste sur le chambranle de la cheminée, mais à l'extérieur. Tu vois qu'il y a une petite plaque en marbre qui s'est légèrement décalée. Légèrement ouvert. De quelques millimètres, mais suffisamment pour que tu puisses tirer la plaque. Est-ce que tu tires, Matt, cette plaque? C'est une petite plaque. Il y avait des pinces à l'époque. Oui, tu peux. Pour gérer les cheminées. J'adore. Ouais, je vais pas y aller. La pince pour tirer cette petite plaque. La plaque fait. Il n'y a pas eu de feu aujourd'hui, de toute façon. Ouais, fait 10 cm sur 5 cm, hein, pas plus que ça. Et c'est une niche secrète. Forcément. Sinon, vous l'auriez trouvé tout de suite. Et il y avait des papiers qui ont brûlé à l'intérieur. Une cachette. Et il y a quelques manuscrits à l'intérieur, en liasse, attachés. Ils ont tenu la chaleur. Wow. Alors c'est à l'extérieur de la cheminée, hein. C'est à l'extérieur. Ouais. Et oui, parce qu'il n'y a pas de raison, ça ne tient pas la chaleur. Voilà la chasse au trésor qui continue. Il y a quelques papiers. Et il va être pas loin de midi là, non? Ah ouais, bah oui, avec le temps que vous avez passé pour trouver ce truc-là. Du coup, je ziote un peu le couloir et compagnie, voir où on est les autres occupants de la maison. Vous faites le guet. Tu fais le guet. En fait, ils vivent leur vie sans trop s'intéresser à vous. Il est bientôt midi, donc ils sont en train de dresser la table dans la salle à manger. Vous prenez ces manuscrits ou vous les laissez? Non, on les prend. On referme. Je les prends et je les brûle. Je déconne. Sans les lits. Alors ça en était, hein, la cheminée n'est pas allumée, je précise. Il y a quelques pages qui sont là, c'est des manuscrits, hein, très difficiles à lire. Il te faudrait certainement une loupe ou des loupes pour les lire. C'est genre les notes écrites toutes petites. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des manuscrits. Et la seule chose que tu vois, c'est que de temps en temps, rapidement, tu vois des schémas de statues. Des dessins. Tu vois, un peu comme Léonard de Vinci aurait pu faire un dessin sur un manuscrit. Un schéma. Voilà. Il faut vous poser, bien entendu, quelque part, mais vous pouvez vous poser. Oui. Mais on va peut-être regarder ça après le repas, non? Il est de bon ton de ne pas être en retard pour le repas, en tout cas. Ouais, il y a une sonnette qui ding ding qui retentit.
Et vous retrouvez avec... On range les manuscrits sur nous, évidemment. Tu les ranges. Tu les caches ou tu les ranges? Non, enfin, je les range quelque part dans mon veston ou quelque chose de ce genre. Ils sont pas visibles. Ok. Et vous rejoignez dans la salle à manger. Il y a là Gertrude. Et Harry qui est descendu. Il a l'air très fatigué. Vraiment, je suis désolé pour ce qui s'est passé cette nuit. Il faut pas m'en vouloir. J'ai cru voir un fantôme, une ombre verte. Et il y a quelque chose qui a tapé au volet. Je pensais que c'était le vent avait décroché le volet. J'ai voulu le raccrocher, mais il était accroché. Ça a tapé encore une fois sur le volet. J'ai entrouvert et j'ai vu cette forme qui m'a regardé comme ça et là, à ce moment-là, vous voyez qu'il repart en crise. Non, pas la forme. Et Bates vient le prendre. Gertrude aussi. Vous retrouvez à 3 à déjeuner. Sans personne d'autre que vous. Ah si, à un moment donné, il y a John qui va arriver. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Et Charlotte, tu disais quelque chose. Ah, pardon. Oui, je disais que nos hôtes n'étaient pas très aidants. Ah bah ça... Disons que... il semble bien plus préoccupé par d'autres choses. C'est étrange de nous avoir fait venir dans ces circonstances. Tout à fait. Bah, vous voyez qu'il est malade, hein, clairement très malade. Il semblerait que ce soit une maladie, surtout dans sa tête. Ouais, ça. Je me rappelle une vieille histoire sur un malade imaginaire. Ah, il a l'air pas imaginaire, hein, cette fois-ci. Tu l'as vu, il partir en crise, là, sa fièvre. Rougir. Ouais. Vous mangez rapidement, Bates et Betty... ils viennent s'excuser. Alors, c'est assez sommaire, hein, le repas. Espèce de... Est-ce que le déjeuner était plus festif que le reste des repas? Parce que tu avais l'air de dire qu'il était copieux. Ouais, le petit déjeuner était le plus festif. Mais le lunch, là, est plutôt... ouais, tu vois, un club sandwich de base, un poulet un peu salade, quoi. D'accord, on est loin de... Ah ouais, c'est des pas... standards de haute société. Ouais, c'est sommaire, mais bon, c'est un déjeuner de campagne, j'ai envie de dire. Et en termes de boissons, depuis que vous êtes arrivé, vous avez pas eu on vous a pas proposé de vin ou voilà, c'était à base d'eau essentiellement. Eau citronnée quand même parce qu'il y a de la classe. Bah, vous retrouvez tout seul, enfin tous les trois seuls. John apparaît un peu après-midi. Ça correspond à l'heure du train à peu près. L'homme qui a pris une chambre pour lui alors qu'il a pas dormi là. C'est ça, mais il revient avec une mallette, un grand sourire. Ah, Lady Charlotte, vous êtes encore là, quel plaisir. Laissez-moi me changer et cet après-midi, allons chasser. Vous chassez? Tout à fait. Ah. Je suis très content. Très content. Je vais vous amener chasser. Bon, nous n'aurons pas besoin de vous, hein, messieurs. Je sais très bien où aller. Hein. Tiens donc. Et vous pensez qu'il est de bon ton de partir en catimini, vous deux? Il rougit un peu, dit effectivement, à tout à l'heure, et il va se changer dans sa chambre. Que voulez-vous faire? On se met en tenue de chasse et on va avec. D'accord, t'as toujours dans ton veston les documents. Hein. Aucune curiosité.
Si, moi je suis plus curieux que chasseur. Si, moi aussi, bien sûr. Pour chasser, là, je préférais chasser l'homme que l'animal. Là, vu comme ça s'est enchaîné, je sais pas si on a eu le temps de pouvoir regarder. Vous savez que vous pouvez lui dire d'y aller, vous pouvez y aller quand vous voulez, hein, à la chasse. Et en fait, vous pouvez même lui dire d'aller se faire voir, en fait, gentiment, quoi. Parce que Lady Charlotte, elle a le statut pour l'envoyer bouler tranquillement. Je suis même d'accord de l'envoyer pas poliment. Ça ne me dérange absolument pas. Bien, allons nous installer dans la bibliothèque et examinons donc ces parchemins. Qui sait, nous aurons peut-être besoin des livres de l'un ou l'autre livre de l'étagère. Bien. Donc, attention, ne forçons pas Lady Charlotte si elle souhaite aller chasser avec son prétendant. Non, je préfère quand même regarder ce que nous avons trouvé et en fonction du temps, on verra si j'y vais ou pas. Ah, puis potentiellement vous avez quelques jours, hein, parce que vous n'avez pas donné vous n'avez pas de fin à vos vacances pour l'instant. Qui sait. Vous retrouvez dans la bibliothèque et puis vous commencez à regarder ça. Quand vous les ouvrez, les feuilles vous font tout de suite penser aux infolios de Nicolas Forby. Parce que la veille, vous aviez regardé cette section. C'est les mêmes papiers. Et vous savez qu'il y a une douzaine de tomes de la vie, racontant la vie de Nicolas Forby. Et c'est le même papier. Donc, vous en déduisez... En tout point, ou est-ce que du coup, il y a des annotations qui diffèrent du livre? Quand tu regardes l'écriture, c'est bien l'écriture de Nicolas. Et donc c'est quelques pages. Et finalement tu les retrouves assez vite. Tu retrouves assez vite cette partie. Parce qu'il y a une section entière à la fin du dernier volume de la deuxième partie de la vie de Nicolas Forby qui a été arrachée ou découpée. Donc c'est un morceau d'un infolio. Oui, je me rappelle. Du deuxième partie de la vie de Nicolas Forby qui a été découpé. Si vous voulez plus en détail, qu'est-ce que vous avez dedans? C'est difficile à lire, mais vous prenez le temps. Et on parle en fait... On prend des loupes, des instruments. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que dans la bibliothèque vous avez. Et c'est des propos plutôt incohérents. Nicolas explique qu'il est très malade. Il se croit sur le point de mourir. Et il demande à Christopher de venir l'aider à finir le moule. Mais le prie aussi d'achever son travail si lui-même en était incapable, car je ne me soucie ni du ciel, ni de l'enfer, écrit-il. Je tiens seulement à ce que mon œuvre me survive. Les pages suivantes représentent une statue, la statue d'Icare, avec maintes esquisses, et à chaque fois vous voyez, ça représente Icare, c'est un homme ailé, traditionnel de la mythologie. Vers la fin de la narration du texte, il y a écrit des insultes, des fulminations contre Christopher et Alice. Alice, vous savez qui c'est? C'est sa femme. Vous voyez que Nicolas, le rédacteur, cite un Judas dans un passage secret. Vous pouvez en conclure que Nicolas a eu la confirmation de ses craintes, on va dire, sur la fidélité de son épouse. Et le récit devient décousu, complètement décousu, pour finir sur un texte que vous voyez ici. Si un coq claironne dans le nid d'un autre, alors que celui-ci soit un cocu, pourquoi devrait-il hériter? J'ai foi que je devrais imiter Persée, une vanité amusante, et avec le don de Prométhée, dissiper la nuit
depuis le bosquet d'Apollon. Où qu'aboutisse cette lumière, je l'y cacherai. Je le cacherai. Je me joue de toi, mon petit œuf de coq aux yeux verts, car il est mien. C'est les dernières lignes de cette partie-là. Vous voyez qu'il y a une autre écriture. Il y a une autre écriture et c'est étrange. Des notes portées en marge de ce texte. Et vous connaissez pas l'écriture, hein. Mais il y a des points d'interrogation. Il y a surtout quand sur le passage de l'infidélité d'Alice, c'est souligné, c'est griffonné. Il y a des notes et puis il y a écrit date de naissance. Il y a écrit même ma date de naissance, 1836. Donc c'est quelqu'un qui a rajouté sur ce texte-là des notes. Quand il dit sur ce texte, en dessous du texte... Dans la marge. Donc Nicolas a priori a écrit le texte et quelqu'un a rajouté des notes. Et les notes, c'est comme je vous dis, hein, il a souligné des parties, il a souligné l'endroit où on parle de l'infidélité de la femme de Nicolas. Il a écrit ma date de naissance, 1836. Et c'est pas la même écriture? Non, c'est pas la même écriture. Et si on les transpose avec les carnets qu'on trouve des autres écritures, enfin des autres bouquins de la bibliothèque? C'est l'écriture d'Alester, le père d'Harold. Okay. Donc le père d'Harold était aussi à la recherche alors déjà de son héritage. A priori. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a forcément trouvé ces papiers-là, vu que il a écrit dessus. Ouais. C'est très étrange quand même ce qu'on a pu lire sur les insultes envers sa femme, alors même que c'est ce qui se passe un peu avec notre ami. Mmh. Parce que sa fièvre, entre guillemets, monte. Il semble que ce soit une famille particulière. En effet. Mais gage qu'il serait intéressant de faire une parallèle avec l'histoire de Persée, vu qu'il parle d'imiter ce personnage antique. Alors, est-ce encore que vous une connaissez fois, le mythe de Persée? Oui. Vas-y, je t'en prie. Je sais pas si vous le connaissez, hein, sinon. Je ne sais pas ce que dans la vraie vie j'en sais sur Persée, mais je ne sais pas ce que mon personnage en sait sur lui. Oh, bon. C'est l'éducation de base. Hein. Vous êtes tous quand même, vous avez fait tous une grande école, donc vous savez effectivement la légende de Persée. Alors il y a différentes versions. Hein. C'est celui qui a tué Méduse. Exactement. Ouais. En fait, il est enfermé à sa naissance quand il est enfant avec dans sa mère. Dans un coffre. Ouais, vas-y. Et jeté dans les flots. Il la met dans une île. Ils sont recueillis par un pêcheur. Et quand il est adulte, il se voit confier par le roi de cette île, donc j'ai oublié le nom, mais pas grave, la mission de tuer la gorgone Méduse. Voilà, il reçoit l'aide d'Hermès et d'Athéna. Polydecte, le roi de l'île, qui lui demande de tuer la gorgone. Oui, il est enfermé parce que la prophétie disait qu'il tuerait son père. C'est ça, parce que de retour à son île, il se venge de son Polydecte, qui est son père. Son vrai père, le roi de Perse. Voilà, qui a tenté de violer sa mère Danaï. Donc après, il y a plusieurs versions, hein. Tout n'est pas toujours la même.
C'est pas un il mec a eu hyper une sympa. fille, parce que là on parle des héritiers, mais on parle pas des héritières potentielles. Il a eu une fille. Qui a eu une fille? L'arrière-grand-père de Harry. En fait, c'est une lignée de fils unique. D'accord. Et donc, dans l'ordre, je vous avais dit, Nicolas Forby, 1785-1852, qui s'est marié avec Alison Spearing. Alice. Qui est décédée en 1861. Alistair Forby est né en 1836. Il est décédé en 1864. Il s'était marié avec Rhoda Travlin, qui est décédé en 1876, donc il y a une quinzaine d'années. Et Harold Forby, qui est né en 1860 et qui est marié avec Gertrude Medler, qui ont pu un enfant unique, George Forby. Je vois, ce serait donc un mauvais cycle, pardon. Un mauvais. Est-ce qu'on parle dans la bibliothèque de la maladie qui aurait touché ses ancêtres aussi? Il faudrait que tu refasses un peu les journaux. Donc après, il faut me dire quelle période vous voulez voir. Si vous voulez regarder, donc il y a les archives de l'époque de Nicolas Forby, de l'époque d'Alistair Forby. Ça, c'est les archives. Comme je vous l'ai dit, la dernière partie, les livres d'Harry, c'est plutôt du très moderne. Et il n'a pas de... Non, mais moi, du coup, je vais remonter progressivement, parce qu'en fait, je te dis, ce qui m'intéresse, c'est savoir, on sait que le fils est malade, on sait que le père est malade, ce qui m'intéresse, c'est le grand-père était-il malade, etc., etc. Ok, donc tu cherches Alistair Forby en premier. Pour commencer, ouais. Faites-moi un Voir test même de quoi est-ce qu'il est exactement mort. Un test de bibliothèque. Oui, c'est intéressant. En effet, de quoi il est mort. Vous pouvez, très cher Matt, faire la recherche sur sa mort pendant que je recherche sur sa vie. Vous pouvez vous séparer, effectivement, mais après... À moins qu'on puisse tous bibliothéquer sur la même chose. Oui. Ça augmente les chances de réussir, bien sûr. Bah, dans ce cas-là, c'est vous qui voyez. Vaut mieux tous sur le même sujet. Vaut mieux maximiser. Donc, la vie et l'œuvre d'Alistair Forby. Non, sa maladie. Ouais. La vie, sa maladie, ou pas, parce que je ne sais pas s'il était malade. Et son œuvre. Walter, toi, tu trouveras pas grand-chose. On va voir si... Voilà. Charlotte, tout de suite. Ah, mais c'est tout ça parce qu'on est militaire, alors on s'imagine qu'on n'a pas besoin de passer le bac. Plus, c'est pas son truc. Définitivement pas. Il reste Matt. Matt Foster, notre détective et grand bibliothécaire. Bien sûr, dans une autre vie, ça passerait mieux, mais... Devant l'éternel. Je m'en fous, la prochaine fois, je joue une bibliothécaire. Ça peut être pratique. Mais vous avez de la chance parce que Matt Foster a réussi. Oh là là. Ouais, il faut bien que une de ces enquêtes se déroule sans accroc. Quand même. Jusqu'à maintenant, mon taux de réussite est plutôt pas mal. Pas mal. Excepté pour les cheminées. T'avais 20% de chance, comme les autres. Alors, Alistair Forby, qu'est-ce que vous avez trouvé? Mais vous y mettez à 3, donc c'est normal que vous trouviez quand même. Vous aurez fait trouver parce qu'à 3 quand même, vous prenez du temps. Donc vous êtes sur une zone de livres à taille un peu plus modeste. Il vous faudrait des jours pour tout lire. Donc vous survolez vous voyez que cet homme, Alistair Forby, donc le père d'Harry, est quelqu'un qui a l'air assez joyeux. Dans sa jeunesse, il parle beaucoup d'un certain Baines. B-A-I-N-S. Un serviteur, un gardien honnête, un ami fidèle, qui est décédé déjà, bien sûr. Bon, sa vie à Alistair Forby, c'est celle d'un gentilhomme oisif, dilettante. Son épouse... Baines, ouais. Pas Bates, Baines. Ah. Ouais, la nuance est subtile. Ouais, vraiment très subtile. Ouais. Et d'ailleurs,
vous vous rendez compte que Baines est représenté et c'est l'homme qui est derrière Nicolas Forbis dans le portrait. Donc le serviteur. Ah oui, donc il devait être vieux alors. Ouais, c'était le serviteur de Nicolas Forby et le mentor ou le serviteur aussi d'Alistair Forby. Donc Alistair, c'est une vie de dilettante. Il épouse Rhoda Trevelyan qui ajoute sa fortune à la sienne. Ils ont un seul héritier, Harold Alistair. Et son vrai nom c'est Harold Alistair Nicholas Forby. Bien entendu. Et Alistair passait beaucoup de temps à étudier les documents de son père et les rumeurs locales dans l'espoir de dénicher des indices sur l'emplacement du trésor familial. Ah oui, donc lui aussi, c'était un chasseur de trésors, quoi. Un mystère dont son père se servait pour l'embêter, ou en tout cas pour lui raconter l'histoire quand il était enfant. On parle de la fin de sa vie, c'est ce que vous cherchiez, je crois. Le dernier été qu'il a connu est très chaud. Il note, et d'ailleurs c'est Alistair qui note soigneusement, ne pas avoir vu une telle sécheresse dans la paroisse depuis la mort de mon père. La température... La paroisse ? Ouais, dans la paroisse, enfin tu sais quand il dit dans la paroisse, c'est-à-dire dans la région, dans le village, c'est le mot pour dire la ville, le village. D'ailleurs, il indique que la température influe sur ses nerfs, habituellement solides. Et il a plein de petits incidents, comme si c'était prémonitoire. Vous lisez qu'il a des doutes sur sa femme, qui consulte souvent le jeune docteur Jeffries pour des problèmes quelconques. Il se sent obligé, au nom de la moralité et de la prudence, et pour prévenir les ragots du voisinage, d'interdire toute nouvelle visite du médecin dans sa maison. Lui-même souffre de terribles migraines qui, entre guillemets, m'ont gardé éveillé, de concert avec la chaleur oppressante, jusqu'à ce que je souhaite que la mort me soulage. Il y a des notes sur le fait que la veille de son décès, tous les chiens des environs se montrent nerveux, agités, leur aboiement empêchant les habitants de dormir. Et il porte une dernière inscription à son journal. Il vient de découvrir une cachette, jusqu'à présent ignorée, contenant des documents que j'ai lus. Et il met 3 petits points, c'est son dernier texte, le soir de sa mort. Ok, intéressant. Et il est mort du coup comment? De manière naturelle ou pas? Il est mort de manière naturelle, de fièvre. Il n'y avait pas beaucoup d'autopsies à l'époque. Ouais, j'imagine. C'est pas maintenant qu'on va le déterrer pour vérifier. Exactement. Vous trouvez à un moment donné, Lady Charlotte, c'est toi qui le trouve d'ailleurs, le journal de Rhoda Forby. Rhoda Trevelyan, la femme d'Alistair Forby. C'est un plus petit journal. Et quand tu le compulses, tu vois clairement dans ses mots qu'elle manifeste une affection très inhabituelle pour le jeune docteur Jeffries. Ça vous dit quelque chose, Jeffries, parce que la veille, Gertrude vous a parlé lui. C'est le docteur qui s'occupe de Harry. Et donc le docteur lui rend de nombreuses visites, en particulier quand Alistair est accablé par ses migraines. Donc sa maladie c'est la même, c'est des forces migraines, de la fièvre. Elle écrit à un moment donné, ça te choque toi, Lady Charlotte, que c'est Harry. Alors c'était l'été, il était en vacances, il a découvert le cadavre de son père. Alistair a été rapidement inhumé. Et Harry n'a pas compris pourquoi son père ne pouvait être enterré dans le cimetière paroissial. Elle fait... Vas-y. C'est troublant quand même.
beaucoup de similitudes entre la vie de ces deux hommes. Oui. Oui. Rhoda aussi fait référence, Lady Charlotte, à un document découvert dans le bureau d'Alester après son décès. Elle indique qu'elle ne l'a pas détruit, mais qu'elle l'a remis à l'homme en qui j'ai le plus confiance. Qui pourrait donc être le docteur. Pendant l'enterrement, elle raconte que Harold, son fils, fut fortement incommodé par la chaleur. Rentré chez lui, il se précipita au lit. Au cours de la nuit, il se mit à crier qu'un homme vert cherchait à entrer dans la maison à tâtons. Doucement. Terrible. Attends, c'est Harry qui criait ça. Ouais. Le jour de l'enterrement de son père. Le cauchemar fut le premier symptôme de sa presque fatale fièvre cérébrale qu'il venait d'attraper. Elle a mis la bonne de l'époque à la porte, persuadée que ses commérages concernant la mort de Nicolas, de son grand-père, avaient affecté Harry. On peut estimer qu'elle est probablement morte, la bonne. Ou disparaît, mais pas le nom en tout cas. Et c'est à cette époque non, Ouais, vas-y. Vas-y. Non, je veux dire en fonction de son âge, enfin de l'époque, etc. T'as pas l'âge, donc tu sais pas. D'accord. Est-ce que les années qu'il y a entre chacune des décès, ou le nombre de temps qui s'est écoulé, sont identiques? Pardon. Ils sont morts au même âge, tu veux dire, c'est ça? Ouais. Je vous redonne les dates. 1785-1852 pour Nicolas Forby. Mais ils avaient quel âge à cette époque-là? 1836 et 1864 pour Alistair Forby. Donc Nicolas était beaucoup plus vieux. Attends, je note 1785, 1852. Ouais. Et Alistair, 1836, 1864. Donc il y en avait un qui avait moins d'une vingtaine d'années, Alistair, moins d'une trentaine d'années, excusez-moi. Et Nicolas Forby qui avait quasiment 70 ans. Du coup, après avoir lu ça, moi je vais me précipiter pour voir si du coup, à peu près, ça s'est à peu près passé pareil sur la mort de son père. Donc pas du père de Harry, mais du père de son père. Son grand-père, tu veux dire? Ouais, son grand-père. Nicolas, exactement. Et que du coup, pareil, il y a une histoire sur donc qu'il est mort de la fièvre et qu'ensuite son fils aurait pas. Alors là, ça va te prendre beaucoup plus de temps parce que déjà l'après-midi est bien entamé, voire c'est le soir. Et là, t'as 12 infouillos. On va être obligé de demander du thé, quoi. Ouais, 12 infouillos écrits en tout petit. Oula. Autant Alistair, il écrivait à peu près bien, mais alors Nicolas Forby, c'est juste la cata, quoi. Et il est 18h, quasiment. Vous avez passé votre après-midi à compulser les ouvrages. Peut-être que chaque jour suffit sa peine. Vous avez mal à la tête, d'ailleurs. Ouais, si, je veux bien le croire. Le soir arrive, à un moment, il y a quand même John qui passe la tête dans la bibliothèque. Toujours pas pour la chasse, c'est un peu tard. Demain, peut-être, j'aurai cet honneur. Oh. Oui, peut-être demain. Et Charlotte, dites-moi, ce soir, est-ce que je me targue de connaître un peu les étoiles. Est-ce que à la nuit tombée, je pourrais vous amener dans les jardins? Nous pourrions discuter et partager un peu il semble réciter un texte, la magnificence de la nuit. Je pense que je vais plutôt dormir, vu le peu d'heures que j'ai dormi la nuit précédente. Vous aurez appris ce texte par cœur pour rien. C'est ça. Il ferme la porte, genre doucement, et je sais pas si vous allez le revoir. Il va se suicider de honte. Et on va entendre. Ah bah, un de moins. Le soir, vous retrouvez à dîner. Harry est là. Il vous remercie beaucoup. Merci d'être venu. Je suis désolé. Je voulais que vous cherchiez ce que je vous ai dit hier, le trésor de la famille. Je sais pas si...
que je pourrais vous donner comme indice, je sais qu'il existe, je sais qu'il a été caché quelque part, mais où? C'est la question. Vous avez des idées, vous? J'ai cru comprendre, Bates m'a dit, et pas Bates, m'a dit que vous avez passé une bonne partie de la journée dans la bibliothèque. Et le prochain, ça sera Bales, avec un L. Who knows? Écoutez, nous avons des petites choses intéressantes, mais pour l'instant, pas la couleur de votre rubis. Non. Vert, c'est quoi? C'est émeraude. Émeraude. Mais essayez de vous soigner, de soigner la façon dont vous traitez votre femme. Et ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de l'affaire et de vous. Il te regarde au moment où tu parles de sa femme. Il te regarde toi. Il te regarde Gertrude. Il te regarde toi. Il te regarde Gertrude. Et voilà suspicieux maintenant. Exactement, il était déjà Lady avant. Charlotte. C'est exactement le regard qu'il a. Un regard de suspicion et Gertrude rougit. Mais rougit de culpabilité. Enfin, ce que lui... vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de doute à avoir sur votre femme. Qu'est-ce que t'as encore fait, Voltaire? Votre comportement a suffi à prouver que vous n'étiez pas forcément très doux avec elle. Je sais que vous souffrez le martyre et je le comprends, mais vous savez que de notre temps, la galanterie est importante. Il te regarde. Dans ma maison, mais comment osez-vous insulter Comment oses-tu et tu vois qu'il commence à rougir comme ça à nouveau. Il est pris d'un accès de fièvre. Il commence même sa langue commence à sortir. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Gertrude vient. Il est en train de mourir. Il est en train de faire une attaque ou un truc comme ça, c'est sûr. Du coup, je me précipite quand même pour essayer. Voyons. Vous êtes plus fort que ça, l'ami. Ah, il est en train de s'étouffer. Il est en train de s'étouffer de rage, ouais, c'est exactement ça, de rage. C'est le terme. Tu peux me faire un test de premier soin si tu veux essayer de le soigner. J'ai pas forcément envie de réussir, j'ai l'impression. Bah, tu peux échouer, hein, bien sûr. C'est pas vrai, je suis pas là pour le tuer. Oh, mais il est mort. Je suis bon en premier soin en plus. Ouais, mais vous êtes plusieurs à être bons, parce que Matt vous aidez. Et vous tirez la langue, vous lui mettez une ceinture pour pas qu'il s'étouffe. Enfin, il mord une ceinture et vous le ramenez avec Bates qui est là. Lady Charlotte, tu te retrouves avec Gertrude. Gertrude vient vers toi et commence à pleurer, se jette dans tes bras. Comment tu réagis? Je la prends dans mes bras et je lui dis de se calmer, que ça va s'arranger, que... Mais il va mourir, j'en suis sûr, et je vais être seule, je vais être veuve avec George. Et qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'argent maintenant, on n'a plus rien. C'est là qu'on lui sort. Mais non, il y a Walter qui est là. Je déconne. Ah ouais, alors moi je roule pas sur l'or. Hein. je roule plus sur les problèmes. Laissez Lady Charlotte essayer de gérer le malheur de Gertrude qui pleure et qui sanglote de désespoir. Tu vois, elle est au bout, elle est au bout. Est-ce que vous avez eu des comportements qui auraient pu, avant même que Walter soit là Des comportements, comment ça, des comportements qu'est-ce que vous entendez par comportement? Je sais pas, j'ai de cette fièvre qui s'avère être peut-être de la... Oui, je sais pas, de la jalousie ou... Est-ce que vous l'avez toujours connu comme ça ou... Non, il est de plus en plus jaloux avec l'âge, enfin il a une trentaine d'années maintenant. Mais
Mais c'est depuis qu'on a des problèmes d'argent et depuis qu'il a passé l'âge de la mort de son père. Et on vit trop ici. Moi, je lui ai dit, il faut vendre cette demeure et puis partir. Hein. Partir aux Indes, par exemple, ailleurs, loin, en Australie, dans les colonies. Ça doit coûter tellement cher. Ouais. Et vendre et partir et refaire une vie, parce que ici, il s'enfonce, il rumine le passé, il rumine sa mère et tout ça, et c'est son père, et c'est terrible. Vous savez, Lady Charlotte, c'est lui qui a trouvé le cadavre de son père, c'est lui qui l'a trouvé. Surtout que cette maison a l'air d'être... Et son histoire familiale a l'air d'être assez lourde, effectivement. Je sais pas tout, mais c'est vrai, son grand-père est mort. Bah, il était assez âgé quand même. Son père est mort très jeune. Et lui, ses fièvres, c'est quelque chose que son père avait et que lui aussi il a. Et il a peur de mourir. Et je pense que cette peur de mourir l'amène à mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il en pense, le médecin que vous voyez? Le docteur, il a pas envie. C'est le seul médecin, donc il vient quand je lui demande, mais Harry a pas vraiment envie de le voir. Hein. J'imagine. Mais peut-être que vous pouvez. Il est tard, mais demain vous pouvez aller le voir au village. Hein. Il vous dira ce qu'il en pense. Je vous ferai un mot si vous voulez aller le voir. Oui, je pense que j'irai le voir. Je suis vraiment désolé de m'être laissé aller comme ça. C'est pas du tout mon habitude. Je suis vraiment navré. Et elle prend un mouchoir, elle monte à l'étage. Au moment où en fait Walter et Matt vous redescendez après avoir couché Harry qui s'est endormi dans un sommeil fiévreux. Vous voyez, j'ai un truc qui monte, elle a pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Encore une fois, vous vous retrouvez seul, un peu comme à votre habitude dans cette maison. À part John qui s'est mis dans un canapé dans le salon et qui fume un cigare. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'est pas mangé avec nous, John. Si, il a mangé avec vous. Excuse-moi. Ah d'accord, parce qu'il dit ça, on est trois. Ouais. Ça, je me suis dit, non, le soir, il était là, Harry. Il y avait Gertrude, Harry et John qui mangeaient avec vous. Ok, d'accord. Ouais, il était là. Et là, il s'est mis dans un coin. Il a laissé Harry faire sa crise. Il s'est mis dans un coin. Mais il vous évite un peu. Hein. Enfin, c'est pas qu'il vous évite. Il m'évite, moi. C'est qu'à votre dernière rencontre, il a un peu perdu la face. Et d'ailleurs, il se lève et puis moi là, je me suis levé tôt ce matin. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit à vous, très cher. Bonne nuit. Bonne nuit. Et puis il regarde ses pieds, il s'en va. Bates vient fermer les volets. Ah, c'est monsieur. C'est monsieur qui m'a demandé. Je ferme tout. C'est monsieur Forby. Et vous voyez, comme la veille, alors qu'il fait très chaud et qu'il vaudrait mieux ouvrir, il ferme tous les volets, toutes les fenêtres. Excusez-moi, monsieur Bates. Serait-il possible de demander à votre responsable des chiens de faire une ou deux petites rondes ce soir? Ah, bien sûr, monsieur, je vais lui demander de faire ça. Il est particulièrement à 2h du matin. Et nous avertir si jamais quelque chose est là, bien entendu. Enfin, je pense qu'on entendra les chiens, mais sait-on jamais. Oui, bien sûr. Puis-je aussi vous demander de renforcer le volet de la chambre de monsieur Harry pour qu'il ne l'ouvre pas ce coup-ci? Ça sera fait, monsieur, ça sera fait. Vous êtes bien serviable. Alors que vous discutez, il est pas trop tard, mais la nuit est tombée. Vous pouvez retourner à la bibliothèque, hein, enfin quoique c'est tard, mais ou dans vos chambres. Honnêtement, vu la journée que nous avons passée dans la bibliothèque, je ne suis pas forcément très motivé. Je ne sais pas pour vous.
pense qu'on on a passé assez de temps dans cette bibliothèque. Mais il faut c'est un peu oppressant cette bibliothèque, hein, en plus. Il faut un peu ressasser ce qu'on a vu dans la bibliothèque et faire le point avec ça. Vous faites le point dans le salon alors, vous, par exemple. Ou dans avec vos un chambres. petit cigare. Avec un petit cigare, voilà, bien sûr. Alors, c'est quoi votre point? Je suis assez intriguée par ce docteur, en fait, qui serait éventuellement le confident donc le confident à qui on aurait donné le document, si j'ai bien compris. Ouais, le confident de la mère d'Harry, Oui. hein, du coup. Harry, voilà. Docteur qui est toujours du coup en vie, qui s'occupe également de notre ami et qui forcément doit connaître, dû faire le rapprochement entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Surtout qu'il semble que ce soit tout de même quelque chose qui se reproduit. Je suis assez d'accord. Et si c'est lui qui détient le document, je sais pas, c'est une idée qui me passe comme ça, mais peut-être ces gouttes que sa femme lui donne, est-ce que c'est vraiment des gouttes est-ce que c'est vraiment un traitement ou... Bon, je m'assure, il y a un truc ne pourrait pas empoisonner son mari, d'une femme si serviable. Oui, mais sans qu'elle le sache elle, en fait. Vous voyez, lui peut-être a connaissance de ce trésor, que du coup il a fait en sorte de tuer l'un, puis l'autre, pour lui essayer de trouver où il se cache, et à son insu, en fait, lui donner des traitements qu'il dit être pour le calmer, et qui finalement le tue à petit feu. Écoutez, en effet, c'est possible. Ce serait horrible, mais c'est possible. Mais comment faire pour... Nous n'avons pas l'information d'où il vit. Oh, je pense qu'on peut trouver son cabinet au village. Qu'en pensez-vous, Matt? On a perdu Matt. Endormi sur son cigare. Non, je réfléchissais aussi, mais... Il se cramait la jambe, c'est... Ça. Je trouve que l'idée de Gertrude est très bien. Donc, je vais en ce sens aussi. De Lady, vous voulez dire? Bon, bien sûr, de Lady Gertrude, évidemment. C'est le cigare, hein, je vous dis. Donc, de Lady Charlotte, tu voulais dire? Oui, c'est pour ça que je l'ai repris, mais il a pas tiqué. Non, j'ai pas tiqué, non, Lady Charlotte alors, pardon. Oh, pas de problème. Mais si tu dis c'est le cigare, tu supportes pas le cigare, je le sais. Ouais, c'est ça, je vois. Hein. Et surtout que, en fait, vous êtes juste devant la cheminée où il y a ce chien et cet Apollon là, que t'as. C'est le trouble. Et à chaque fois, tu te dis, mais comment j'ai pu le louper, quoi. Ouais, j'étais en train de contempler la cheminée, voilà. Je suis dur. Vous discutez, la nuit est tombée. Bates vient vous servir un digestif, hein, bien entendu. C'est quand même pas des pains gras. Les serviteurs, en tout cas. Quand, à un moment donné, vous entendez un cri à l'étage. Un cri de femme, c'est Gertrude qui hurle, mais... et non Charlotte. C'est Gertrude. Si c'est Gertrude, alors je me précipite. Gertrude, tu te précipites, n'écoutant que ton courage. Tu montes, Charlotte, Matt, vous le suivez? Oui. Vous courez dans les escaliers aussi vite que vous pouvez. La porte de la bibliothèque est ouverte. Gertrude est devant la bibliothèque. Elle hurle une dernière fois, elle vous regarde alors que vous montez, elle te regarde avec des yeux terrifiés. Walter, tu t'approches.
Je la prends dans mes bras. Tu la prends dans tes bras. Tu tournes ton visage vers la bibliothèque. Et elle te mord et tu vois c'était tellement la suite la prochaine fois. Ah